Notre webinaire se déroulera en plusieurs parties. Il y aura du coup une petite partie sur un petit quiz qu'on vous proposera via un outil numérique. Ensuite, nous passerons la parole à Bertrand Boisvert du pôle Véhicules du futur, qui nous présentera et qui posera un peu le contexte de ce que c'est la filière hydrogène. Ensuite, Marc Billion et Emmanuel Maucourant. Nicolas Jacquinot n'est pas présent aujourd'hui. Il est tout à fait excusé pour cause de maladie. Mais voilà, Emmanuel et Marc de Amphore nous présentera l'étude réalisée par Amphore sur la filière hydrogène. On passera également en revue des exemples de coloration et c'est Monsieur Comté, Lionel Comté du lycée polyvalent Germaine Tillon qui nous fera une présentation de ce point. Et enfin, on finira par une présentation de l'école de l'hydrogène par Pauline Prat de la région Bourgogne-Franche-Comté. Voilà un peu pour le programme. Donc, comme je vous avais annoncé à l'instant, je vais vous envoyer dans le chat un lien vers un petit quiz que je vous invite à lien que je oui je vous invite à cliquer sur ce lien. Et la première question, pas de souci Fabienne, on vient de démarrer à l'instant un petit quiz. Donc la première question, hop, je vous le mets à l'écran. L'hydrogène, quels usages potentiels pour la mobilité? Donc l'idée c'est que vous cliquiez sur la réponse A, B, C, D ou E, ou F, pardon. L'écran n'est pas assez grand. Voilà. Donc je vois qu'il y a 6 personnes qui ont déjà voté. 7 personnes. Je vous laisse encore une petite minute. Les votes sont en train de monter. Donc, quels usages potentiels pour la mobilité en ce qui concerne l'hydrogène? Donc, on a une grosse majorité pour la réponse F qui en fait est une réponse qui englobe toutes les réponses précédentes. Quelques réponses pour les bus, quelques réponses pour les voitures. Les fusées, les avions et les camions n'ont pas la cote, apparemment. Bon, je pense que chacun a voté. Et donc, effectivement, c'était bien la dernière réponse, même si certains usages semblent voilà, plus prometteurs que d'autres. C'est plutôt... Enfin voilà, on peut utiliser l'hydrogène pour toutes ces réponses. Question suivante. Hop. Deuxième question, malgré les fortes incertitudes liées à la vitesse de développement de la filière, selon vous, quel est le besoin en compétences le plus cité par les entreprises interrogées? Réponse A, B ou C. Donc, est-ce que c'est des compétences de gestion de projet et d'ingénierie? Est-ce que les entreprises citent davantage des compétences liées à la sécurité, risques liés au travail en milieu hydrogène, ainsi qu'aux normes réglementaires? Ou est-ce que c'est des compétences pratiques de base dans les domaines de l'électronique, du thermique, de la connaissance des matériaux et de la physique? Eh bien, c'est mitigé. On arrive sur un 50-50 pour le moment. Vous êtes 13 à avoir voté. Je rafraîchis la page. Ça a l'air de se stabiliser. Est-ce que quelqu'un veut voter? Parce qu'on est sur une égalité parfaite, donc c'est le moment. Bon, alors ça n'a pas l'air de bouger. Et donc effectivement, il y a une partie d'entre vous il y a 6 personnes qui ont raison. Mais qui sont ces 6 personnes? C'est bien la réponse B, même si voilà, les besoins vont et peuvent évoluer au fil du développement de la filière, mais c'est bien des compétences liées à la sécurité et aux risques liés au travail en milieu, voilà, dans le milieu hydrogène qui sont le plus cités. Vous êtes plutôt bon quand même. Troisième question. Selon vous, ces besoins de compétences débouchent davantage sur A, une évolution des métiers industriels existants, ou plutôt la création de nouveaux métiers? Ah, pareil, on est sur une égalité. Ah, ça
Ça commence à trancher. On a une tendance plutôt pour la réponse A. Allez, 10 secondes pour cette question en supplémentaire. Bon, ça a l'air de se stabiliser et effectivement, 9 personnes ont raison. C'est bien, on va plutôt sur une évolution des métiers industriels déjà existants plutôt que la création de nouveaux métiers. Et enfin, dernière question. Je vous affiche pas les réponses à chaque fois. Dernière question. Amphore a mis à disposition une cartographie dynamique des formations censée alimenter les métiers de la filière hydrogène en BFC, en Bourgogne-Franche-Comté. Quels types de formations sont recensés dans cette cartographie? La question un peu plus longue, je vous laisse en prendre connaissance et voter. Donc 7, 8 personnes maintenant pensent 9 que c'est toutes les formations qui sont recensées dans cette cartographie. Ah, ça vote encore. Bon, ça a l'air d'être stable et effectivement, c'est bien toutes les réponses, toutes ces formations citées précédemment, donc réponses A, B, C, D, qui sont présentes dans cette cartographie. Voilà, le petit quiz est terminé. C'est rapide, mais vous allez avoir plus d'éléments de réponse lors des présentations. Donc, je vais laisser la main à nos intervenants pour vous en dire davantage. Comme annoncé, du coup, je passe la main à Bertrand Boisvert du pôle véhicule du futur pour nous présenter la filière hydrogène. Bonjour à tous, le temps de mettre l'écran, d'afficher mon écran, voilà, c'est bon. Voilà, alors, je suis Bertrand Boisvert, pôle véhicule du futur, et je suis chargé de la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté, plutôt donc sur les aspects innovation et premier déploiement. Et je suis aussi le délégué régional adjoint de France Hydrogène. France Hydrogène étant l'association des acteurs pour la promotion de l'hydrogène en France, qui est une association pour faire avancer la filière sur tous les niveaux, que ce soit des niveaux réglementaires, que ce soit des niveaux de communication, ou que ce soit aussi des niveaux de projets, de déploiement réel de la filière hydrogène. Et comme la région Bourgogne-Franche-Comté a une caractéristique qui est une forte proportion à l'aspect industriel dans son activité, je vais commencer en fin de compte par l'aspect purement industriel des implantations qui sont vraiment dédiées à l'hydrogène, c'est-à-dire des entreprises qui fabriquent des systèmes, des composants en lien avec l'hydrogène, qui ne produisent pas d'hydrogène. Hein. Je ne parle pas du gaz produit hydrogène, mais là je parle bien d'équipements industriels qui sont nécessaires et des entreprises qui sont dédiées. Alors, vous avez deux cartes là-dessus, et ce qui compte sur le sujet, c'est de regarder le périmètre Bourgogne-Franche-Comté et la petite carte pour rappeler un peu ce qui se passe ailleurs en France avec ces entreprises dédiées. Alors, il y a une légende entre ce qui est ouvert, ce qui est en cours, c'est-à-dire qui est décidé, qui est en investissement, mais qui n'est pas encore finalisé, ou ce qui est en projet. Mais ce qui compte, c'est de regarder qu'en fin de compte, les chiffres, on a, allez, j'ai pas fait le calcul, mais entre une bonne vingtaine de pourcents des entreprises dédiées aux composants au système hydrogène qui se trouvent en BFC par rapport à la France. Donc, on a une surreprésentation, mais qui est en lien avec l'activité industrielle. Et dans de la diversité, c'est-à-dire centres de recherche, c'est-à-dire des usines, c'est-à-dire des lignes pilotes. Et vous voyez d'usines, on va dire, de taille modeste, 800 mètres carrés, à des usines que l'on appelle des gigafactories. On va appeler des grands centres de production, je préfère 22 000 mètres carrés, donc on n'est pas dans du petit. Pour donner quelques exemples un peu plus précis, quels types de produits sont fabriqués, je vais passer assez rapidement, mais donner des exemples avec des photos et rappeler que le FC Lab, qui est un centre de recherche qui se trouve à Belfort,
est un des pionniers de l'hydrogène en France, on va dire structuré, puisqu'il existe quand même en tant que telle entité depuis 23 ans maintenant, ce qui n'est quand même pas, ce qui est assez long dans le domaine de l'hydrogène, avec plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur le sujet et des surfaces réparties pour tout un tas de tests qui sont réalisés dans la filière hydrogène. Vous voyez, 1600 mètres carrés, c'est pas négligeable. Et on travaille principalement sur les applications piles à combustible, mais aussi sur les aspects qu'on appelle hydrogène énergie, c'est-à-dire l'utilisation de l'hydrogène dans le domaine de l'énergie pour produire de l'énergie et pas dans les aspects qui pourraient être chimiques, puisque l'hydrogène peut être aussi utilisé pour d'autres types d'applications. Nous avons dans ce cadre-là aussi un centre de recherche qui comporte aussi une ligne pilote de la part de Forvia, aussi en Nord-Franche-Comté, cette fois-ci sur des réservoirs, puisque l'hydrogène étant un produit gazeux, à un moment il faut bien le stocker. Et là, nous avons des réservoirs. Alors, ce sont des réservoirs un peu particuliers, 700 bars. C'est-à-dire ce n'est pas un simple réservoir standard, c'est un réservoir particulièrement résistant à la pression. Quelque chose qui existe depuis plusieurs années et on peut défiler cet écosystème en disant, ben voilà, ici nous avons quelqu'un qui travaille dans un autre domaine, il fait des groupes électrogènes et hydrogènes, c'est-à-dire quand on a besoin d'une énergie et qu'on n'est pas relié au réseau, comment le faire? Aujourd'hui, on a des groupes diesel qui existent. Et là, c'est une option hydrogène. Pourquoi? D'un point de vue pollution, effectivement, mais aussi d'un point de vue bruit, puisque là, il n'y a plus d'aspect mécanique. Un moteur thermique est forcément des composants mécaniques en mouvement. Et là, il y a aussi ce double intérêt. Donc une unité beaucoup plus petite que certaines, mais néanmoins qui est sur un créneau particulier, qui fait partie des innovateurs et des premiers acteurs sur ce créneau particulier. Mais on va trouver de nouveau Forvia, mais cette fois-ci avec son centre de production dédié, avec une capacité à terme de 100 000 réservoirs, donc pour des applications plutôt mobilité, mais ça peut être aussi pour d'autres applications où on a besoin de stockage dans des contenants qui ne sont pas des gros contenants, mais qui restent des contenants à 700 bars. Nous avons aussi une entreprise qui a été inaugurée plus récemment, qui est cette fois-ci dans un domaine des électrolyseurs, l'électrolyseur étant le système qui permet de produire de l'hydrogène à partir de l'eau. Je résume de manière extrêmement concise. Voilà, là, nous avons quelque chose de vraiment un grand site qui a été repris par un acteur voisin, mais voilà, il y a une reprise, c'est une reprise, on va dire, au niveau de l'actionnariat. Ça n'a pas d'implication sur son activité industrielle. Nous avons aussi des sociétés qui arrivent sur d'autres technologies. Genic le bâtiment existe, mais les lignes sont en cours d'assemblage aussi sur des électrolyseurs, mais d'autres technologies pour d'autres applications. Je ne rentre pas dans le détail, mais on voit quand même cette chose-là. Nous avons Inocel qui, cette fois-ci, travaille sur la pile à combustible. La pile à combustible étant très simplement l'opposé de l'électrolyseur, c'est-à-dire une pile à combustible, on va l'alimenter avec de l'hydrogène et elle va nous sortir de l'électricité et de l'eau. Voilà. On en a besoin aussi pour les applications, cette fois-ci, donc fourniture vraiment d'énergie. Et Inocel est en cours de finalisation de ces lignes de montage, toujours sur le Nord-Franche-Comté. Et on a un autre système, une autre usine en cours de montage sur un autre système de stockage, le stockage dit solide. Alors attention, il est solide dans le sens où on utilise en fin de compte des poudres qui vont capter l'hydrogène, ces poudres étant solides, et on les met aussi dans des réservoirs. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, mais pour certaines applications, c'est des solutions qui sont intéressantes. Nous ne sommes pas dans les mêmes niveaux de pression, les niveaux de sécurité. Voilà, donc chacun trouve une pertinence par rapport à des applications. Rapidement, puisque mon temps est compté, après l'aspect industriel, on a quand même l'aspect déploiement. Y a-t-il des déploiements en BFC? Oui, il y en a. Donc des déploiements, ce sont en fin de compte des écosystèmes ou des choses, on va dire, visibles.
On en a actuellement 3 qui sont sur des applications bus. Alors, Auxerre étant la première, Belfort la seconde et Dijon qui est, on va dire, en cours. Mais nous avons aussi une application sur des bennes à ordures ménagères sur Dijon, une application ferroviaire qui sera déployée à partir de 2026. Mais on a eu aussi un démonstrateur fluvial, il y a un démonstrateur agricole qui est en projet. Donc, les différents types de mobilité seront déployés ou tout du moins avec des démonstrateurs sur le périmètre de la Bourgogne-Franche-Comté. Et là, je dirais, on est en ligne avec ce qui se passe sur les autres régions, puisqu'on voit, on voit la carte ici, où on voit ce qui est en vert, c'est ce qui est existant, et ce qui est en jaune ici, c'est ce qui est en déploiement, c'est-à-dire que les financements ont été effectués, débloqués, et que les montages sont en train de se faire, ou donc les investissements quand il y a des besoins d'infrastructures ou achat de véhicules. Je rappelle, puisque je vous ai dit, j'étais aussi le délégué régional adjoint de France Hydrogène. Ça fait partie des activités de France Hydrogène de bien identifier ce qui existe, ce qui est projet, ce qui est envisagé pour essayer de coordonner tout ça et de promouvoir aussi, parce que ce que l'on cherche à la fin, c'est un maillage des infrastructures pour faire en sorte que l'intérêt soit partagé au niveau de tout le monde. Très rapidement, les stations, puisque ces écosystèmes sont composés d'une station de production et d'avitaillement et les bus. Ici, hop, je suis allé un peu vite, Auxerre, qui était la première en 2021 avec 5 bus. Nous avons Belfort, même si elle est implantée sur la commune limitrophe, pour l'écosystème de Belfort avec une station et des bus. Et en haut à droite, j'ai même mis les nouveaux bus qui sont arrivés, qui ne sont pas encore en exploitation et qui ne sont pas encore pelliculés aux couleurs de l'opérateur, mais pour dire, voilà, des nouveaux bus sont en train d'arriver à Belfort, ils sont physiquement là, ils seront mis en service courant du mois d'octobre. Nous avons la station de Dijon, qui est dans un premier temps est plutôt dédiée aux bennes à ordures ménagères et qui sera temporairement du moins utilisée aussi pour le projet de bus. Et là, on a aujourd'hui quatre véhicules qui sont là et 4 qui sont en commande. Donc, début 2026 ou printemps 2026, 8 camions seront vraiment fonctionnels sur Dijon. Et pour terminer, j'aurais pu commencer par là, mais j'ai préféré commencer par l'aspect industriel. L'aspect innovation, c'est un aspect important, c'est une innovation qui est constante. En tant que pôle de compétitivité, on aide à l'innovation, plutôt l'innovation technique, éventuellement l'innovation dite de service. On a une diversité d'acteurs. Là, je n'ai mis sur cette carte-là que les projets qui sont allés jusqu'à une labellisation, c'est-à-dire que le pôle de compétitivité a donné son aval après un processus particulier d'évaluation, et ce sont des projets donc qui sont soumis à des demandes, qui sont présentés à des demandes de financement pour pouvoir être financés, pour pouvoir aboutir. Que ce soit de la recherche, que ce soit du démonstrateur, que ce soit pour un déploiement industriel et que les applications soient dans la mobilité, dans le stationnaire, que l'on parle plutôt de piles à combustible, que l'on parle de moteur thermique. C'est aussi une piste qui est envisagée avec de l'hydrogène, donc conserver le principe de fonctionnement d'un moteur, mais au lieu de mettre un carburant diesel ou essence, de mettre un carburant hydrogène. Voilà. Et pour illustrer, je pense, je n'ai pas compté exactement mes minutes, mais je pense qu'il y a en être là. Voilà des innovations qui sont issues de Bourgogne-Franche-Comté de ces dernières années. Alors, j'étais un peu limité parce que je ne peux mettre que des choses qui sont publiques et qui ne sont pas confidentielles, mais on voit des choses qui sont alors très facilement identifiables. Ça, on reconnaît bien que c'est une moto avant qu'elle ne soit carénée hydrogène. Ici, on reconnaît un engin de manutention, là des petits véhicules pour la poste, d'autres qui sont un peu moins parlants, mais qui sont tout aussi importants. Ici, nous avons un système pour un mélangeur, en fin de compte, pour pouvoir remplacer dans des grosses chaudières ou dans des fours industriels
un composant uniquement gaz naturel par un mélange gaz naturel-hydrogène avec des paramètres d'ajustement nécessaires en fonction de la qualité, de la quantité d'hydrogène disponible, mais aussi de ce que l'on cherche à faire en termes de soit de chaleur directe, soit les paramètres qui sont propres au processus industriel. Celui-là, on ne le voit pas, mais là, c'est un démonstrateur pour sécuriser un data center avec un système hydrogène. Ici, voilà, donc nous avons de la diversité et celui-là, peut-être des questions qui vont m'être posées. Pourquoi une photo avec un palmier? Ce n'est pas tellement typique de la Bourgogne-Franche-Comté malgré le réchauffement climatique. Hein, ce n'est pas sur les bords du barrage de Vouglan, par exemple. Non, là, c'est en Polynésie, c'est à côté de Tahiti et c'est un projet qui est mené en fin de compte par le FC Lab, qui est allé jusqu'à son terme justement pour des applications particulières vis-à-vis d'îles qui se trouvent dans un contexte qui n'est pas celui de continent où on a des raccordements de partout énergétiques. Et là, c'était un démonstrateur qui était vraiment fait avec un partenaire universitaire local. Voilà pour ma part, je pense que les 10 minutes sont passées. On va peut-être me le confirmer ou me l'infirmer, mais je pense avoir terminé. Voilà, n'hésitez pas Merci. pour les questions si vous en avez. Merci beaucoup pour votre présentation. Effectivement, vous avez bien tenu le timing, c'est parfait. Donc oui, si vous avez des questions, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le fil de discussion, mais n'hésitez pas à les poser tout au long de la conversation, du webinaire, pardon. On pourra y répondre. Donc si vous n'avez pas de questions, nous allons pouvoir passer à la partie numéro 2 concernant du coup l'étude réalisée par Renfort sur la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté. Donc je vais laisser la main à Marc et Emmanuel pour nous présenter cette partie. Merci Ariane. Bonjour à tous, j'espère que vous voyez bien mon écran partagé. Donc Emmanuel Maucourant, chargé d'études à Amphore Bourgogne-Franche-Comté. Comme l'a dit Ariane tout à l'heure, donc nous étions prévus d'intervenir à 3 personnes, mais notre collègue Nicolas Jacquineau étant souffrant, du coup on le remplace un petit peu au pied levé. Comme annoncé donc, dans le programme de ce webinaire, donc, Amphore a réalisé une étude sur les besoins en compétences, recrutement et formation liés au développement de la filière hydrogène. Et donc là, aujourd'hui, on vous présente les principaux résultats. Tout d'abord, quelques éléments de contexte. Avec une idée centrale, la Bourgogne-Franche-Comté est une région qui a les atouts et la volonté de porter la filière hydrogène. Donc, 3 éléments de contexte. D'une part, comme l'a dit tout à l'heure Bertrand Boisvert, une région aux atouts industriels historiques forts, qui joue un rôle moteur en fait, dans le développement de la filière hydrogène. Deuxième constat, donc l'hydrogène représente un levier quand même stratégique pour la transition énergétique et industrielle pour notre région, et avec un soutien effectivement politique et financier fort. Et enfin, l'hydrogène représente un potentiel de création d'emplois et de croissance économique dans plusieurs secteurs. Donc, on l'a évoqué tout à l'heure avec la mobilité, l'industrie, mais ça peut être également l'agriculture ou encore le bâtiment. Le conseil régional donc, et la DRET Bourgogne-Franche-Comté ont sollicité le CARIFOREF Amphore donc, début 2024 pour actualiser une étude que nous avions menée en 2020 sur les besoins de compétences, recrutement et formation. Et donc l'étude en fait comporte 2 volets, à la fois une enquête réalisée auprès d'entreprises et collectivités présentes en Bourgogne-Franche-Comté et une cartographie de l'offre de formation initiale et continue en région. Le contexte a évolué bien sûr depuis cette étude, hein, notamment avec l'actualisation de la stratégie nationale hydrogène du 16 avril dernier, des perspectives qui seront donc, du coup un peu différentes par rapport à ce qui s'est passé en 2024. Alors, les entreprises et collectivités enquêtées, qui sont-elles? Alors, on a enquêté donc des entreprises et des collectivités entre mars 2024 et juillet 2024, donc des entreprises et collectivités en région Bourgogne-Franche-Comté. Certaines entreprises donc, sont ancrées dans la filière hydrogène de par leur activité 100% consacrée au marché de l'hydrogène, mais d'autres se sont aussi tournées vers la filière grâce à leur savoir-faire et à leur capacité à s'adapter à ce marché.
Donc au total, 30 structures ont accepté de mener un entretien avec nous. Et parmi ces 30 structures, on a 26 entreprises et 4 collectivités. Comme je le disais tout à l'heure, depuis cette enquête, du coup, certaines entreprises ont disparu, notamment Xhydrogène, que nous avions rencontré au moment de l'étude. Je ne donne pas la liste puisque je l'ai affichée donc sur la diapo et vous allez la retrouver de toute façon dans notre rapport d'étude. Les entreprises ont pour faire remonter des besoins de compétences, des besoins qui sont conditionnés par la vitesse de développement de la filière. Des besoins de compétences qui ne sont pas toujours identifiables par les entreprises. Certaines ont néanmoins quand même pu exprimer leurs besoins. Deux aspects principaux en termes de besoins de compétences. Donc, d'une part, des besoins en ce qui concerne la sécurité, la connaissance des normes et les risques liés au travail en milieu hydrogène. Et d'autre part, des besoins de compétences plus pointues liées à l'hydrogène, avec des besoins qui varient en fait selon l'activité des entreprises, mais aussi leur positionnement dans la filière. À noter que ces besoins de compétences sont relevés pour l'ensemble des qualifications. Des besoins de compétences qui peuvent entraîner bien évidemment des besoins de recrutement, mais les entreprises ont souvent du mal à les quantifier. Comme pour les besoins de compétences, les besoins de recrutement touchent également toutes les qualifications. Donc, vous voyez, les ingénieurs, les techniciens, les opérateurs. Et parmi les ingénieurs, donc, plusieurs profils finalement sont recherchés par les entreprises. Ça va de l'ingénieur conception à l'ingénieur ligne, à l'ingénieur système hydrogène. Et comme pour les ingénieurs, les techniciens aussi sont différents. C'est-à-dire qu'à la fois, on va avoir besoin de techniciens en montage, en maintenance, mais aussi en câblage. Et pour les opérateurs également, donc plutôt des profils logisticiens ou des opérateurs tuyauteurs ajusteurs, des soudeurs, des électriciens et des chaudronniers. Donc des profils finalement très variés, que ce soit sur la catégorie des ingénieurs, des techniciens ou des opérateurs. Des besoins de compétences donc, qui ne correspondent pas toujours à des besoins de recrutement, mais qui font appel en fait à des besoins de formation. Donc les entreprises que nous avons enquêtées ont fait part de pratiques en fait fréquentes en matière de formation en ce qui les concerne et au regard de la filière hydrogène, avec de la formation interne, entre pairs, mais aussi de l'auto-formation et le recours à l'expertise de fournisseurs. Donc voilà, pour illustrer ce propos, je vous propose de lire du coup ce qui est en orange sous vos yeux. Je vais le lire avec vous. Notre besoin de formation concerne la compréhension du sujet hydrogène, produire l'hydrogène, les différentes couleurs hydrogène, le stockage, l'utilisation et la connaissance des acteurs. Ce type de formation est réalisé en interne. Ou encore, nous avons notre centre de formation, nous formons sur nos technologies. Comme l'a relevé également dans ses travaux France Hydrogène, la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté fait appel en fait à des métiers industriels classiques qui ont une brique hydrogène. Pour certaines entreprises, l'hydrogène donc, est une activité parmi d'autres pour diversifier leur production. Deux types de besoins de compétences sont apparus dans nos entretiens, donc à la fois des besoins de compétences industrielles classiques sur des postes d'opérateurs et de techniciens, et également des besoins de compétences plutôt générales avec le recours plus fréquent à l'auto-formation, notamment pour les postes d'encadrement ou d'ingénierie. Pour illustrer ce constat, l'entreprise n'a pas besoin de quelqu'un formé uniquement à l'hydrogène. L'hydrogène est une brique qui vient s'ajouter sur un métier qui existe déjà. La préférence va au chemin classique mécanique avec l'ajout d'une brique électricité hydrogène. Ou encore, nos métiers sont des métiers industriels. La formation hydrogène se fait en interne, sur les risques notamment. Emmanuel, je te coupe, je me permets de te Oui. couper très rapidement. Il y a une petite question avant qu'on passe à la Oui. suite de J'y Fabienne réponds dans qui le nous... chat, si tu Ouais, veux, ok, Ariane. super. Hein Ça marche. Merci. Autre constat en lien avec ce qui a été dit donc, précédemment, une évolution de métier plutôt que de nouveaux métiers.
Et du coup, ça fait référence à la question à laquelle vous avez répondu au quiz. Et pour illustrer ce propos, du coup, de nombreuses entreprises donc rencontrées considèrent que le développement de la filière ne va pas créer de nouveaux métiers, mais le plus souvent faire évoluer des métiers industriels déjà existants. Il s'agit plus de coloration de métiers que de nouveaux métiers. La formation de base est essentielle avant la spécificité hydrogène. Voilà ce que nous a fait remonter une entreprise. Une autre nous a dit il s'agit surtout de métiers traditionnels industriels avec une coloration. Nécessité d'appréhender les spécificités et les risques de l'hydrogène. À noter toutefois que selon les postes, un niveau d'expertise donc plus ou moins pointu peut être nécessaire. Pour illustrer également ce propos, une entreprise nous a dit notre stratégie à différents niveaux, du socle pour tous, donc du socle de connaissances, hein, à davantage d'expertise et nous adaptons selon les postes et selon les besoins. Je passe du coup la parole à mon collègue Marc sur les besoins de compétences indirectement liés à l'hydrogène. Très bien, je prends le relais, j'étais en train de finir la réponse, mais effectivement, les couleurs d'hydrogène, sinon je vais le dire, je peux le dire oralement, mais les couleurs d'hydrogène sont en fait le reflet de la façon de produire de l'hydrogène avec usage ou non d'énergie fossile, sachant que les énergies fossiles sont émettrices de CO2. Et ce qui est recherché, effectivement, c'est plutôt de pouvoir produire de l'hydrogène, qu'on appelle hydrogène vert, sans utiliser d'énergie fossile. Voilà, l'idée, c'est d'avoir un hydrogène vertueux qui n'émet pas de CO2, et le plus souvent, on le fait par hydrolyse de l'eau. Alors, merci Emmanuel. Je prends donc le relais sur les besoins de compétences indirectement liés à l'hydrogène. Donc, en fait, au-delà des besoins spécifiques qu'a pu vous donner Emmanuel euh, en lien avec la filière hydrogène, les entreprises ont monté des besoins de compétences indirectement liés à la filière. Alors, on s'explique, en fait, il s'agit souvent de compétences transversales qui sont finalement parfois aussi essentielles pour les entreprises que celles qui sont relatives directement à l'hydrogène. Et en fait, ces besoins de compétences transversales illustrent finalement la diversité des situations dans lesquelles sont les entreprises. Souvent, il s'agit d'entreprises qui étaient ancrées dans la recherche-innovation, dans le prototypage, puis petit à petit, au fil de la maturité de leur projet, elles passent dans la commercialisation, la recherche de clients, et elles ont donc besoin de maîtriser finalement l'ensemble des phases de leur projet. Ensuite, du coup, ces entreprises, elles changent aussi de stade en termes de statut ou de dimension. Elles passent de la start-up à la PME, et puis au gré des étapes franchies, effectivement, leurs besoins évoluent avec des besoins spécifiques. Donc, vous voyez des exemples, ça va de l'analyse du marché à la maîtrise des langues, et en particulier l'anglais, mais aussi des compétences en matière commerciale. Et celle qui est mise en avant ici, c'est par rapport à la gestion des achats, puisque des entreprises qui travaillaient beaucoup en labo avec un besoin d'hydrogène pur qui est extrêmement cher et donc très coûteux, nous disaient que ce qui était intéressant pour elles, ce serait de pouvoir mutualiser des achats entre entreprises pour avoir une capacité de négociation sur le tarif de l'hydrogène consommé. Ensuite, les entreprises ont remonté effectivement le besoin d'avoir une culture globale de l'hydrogène. En fait, hormis les entreprises qui sont positionnées comme sous-traitantes et qui sont donc indirectement liées à la filière hydrogène, pour la majorité des autres entreprises, la culture de la technologie hydrogène semble finalement incontournable sur une bonne partie de leur métier. Alors, c'est nuancé hein, selon les entreprises, mais il y a des entreprises qui estiment qu'il y a un besoin de culture hydrogène sur tout leur métier. Donc voilà, ce qui est en rouge, c'est ce qu'elles nous ont indiqué, hein, un tronc commun de connaissances, une acculturation, un vernis. Et puis pour d'autres entreprises, elles estiment que c'est seulement quelques-uns de leurs métiers pour lesquels il y a besoin d'avoir une culture hydrogène, notamment des entreprises qui sont sur de la conduite de poids lourds ou de bus rétrofités, pour lesquels il y a simplement besoin d'une acculturation à l'hydrogène. Alors, on va passer aux fortes difficultés de recrutement. Euh, alors, en fait, le développement de la filière devra accentuer les tensions qui existent déjà sur les métiers industriels classiques actuellement. Vous voyez un petit exemple d'une entreprise qui, effectivement, disait qu'elle éprouvait des difficultés de recrutement pour les métiers de base de la mécanique.
La difficulté, en fait, elle est de recruter des jeunes sur la mécanique et ensuite de les accompagner pour qu'ils travaillent sur des projets hydrogène. Mais la difficulté de base, c'est vraiment celle-là, c'est attirer sur les métiers industriels classiques. Et donc, en fait, les difficultés, elles sont... Tu peux passer, s'il te plaît. Merci. Les difficultés, elles sont en fait sur tous les niveaux de qualification, hein, de l'ingénieur au technicien, aux opérateurs. Vous voyez ici des exemples, mais voilà, les difficultés, elles touchent les ingénieurs, par exemple, qui travaillent sur du projet H2, sur du rétrofitage, sur de la conception, des techniciens sur de la conception, réalisation de réservoirs, fabrication d'électrolyseurs, mais aussi des usineurs, des tuyauteurs, des régleurs, des monteurs. Voilà, donc des difficultés à tous les échelons. Et en fait, ce qu'il faut, c'est parler de ces causes de difficultés de recrutement. En fait, les causes de difficultés de recrutement, elles sont cohérentes avec tous les travaux qu'on a pu faire sur les métiers en tension. Il y a par exemple des difficultés liées à l'attractivité du territoire. Alors on sait que pour certaines entreprises qui sont du côté de la frontière suisse, il y a la concurrence de la Suisse qui se fait jour. Il y a là aussi également parfois sur des territoires qui sont un peu enclavés, l'absence de travail en région pour le conjoint de quelqu'un qui veut venir travailler dans une industrie hydrogène, je ne sais pas, je dirais dans le Jura parce qu'on est sur un territoire enclavé par exemple. Il y a aussi le manque de main-d'œuvre disponible localement. Alors, ça peut être un manque de compétences locales, ça peut être un manque de personnes qui est formée par rapport au métier qui est recherché. Alors, je voudrais attirer l'attention aussi par rapport à la main-d'œuvre sur un phénomène auquel on ne pense pas forcément, mais on a un fort vieillissement de la population. Il est prévu une forte baisse de la population d'ici dans les prochaines décennies, et en particulier une forte baisse de la population active, hein. On parle de moins 13% de population active d'ici 2050, ce qui veut dire qu'il va y avoir une vraie concurrence pour pouvoir attirer la main-d'œuvre. Que ce soit pour l'industrie, que ce soit pour le tertiaire, pour l'agriculture, il va falloir travailler avec un vivier de main-d'œuvre beaucoup plus faible que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, attirer dans l'industrie va entrer directement en concurrence avec des métiers tertiaires qui vont devoir s'occuper des personnes qui sont de plus en plus âgées et de plus en plus dépendantes. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Dans les autres difficultés de recrutement, il y a aussi le manque d'attractivité de certains métiers et de certaines formations industrielles. On le sait, les formations industrielles n'attirent pas toujours, même s'il y a des besoins, et l'hydrogène est encore aussi assez peu connu par les jeunes. Voilà, donc un certain nombre de facteurs. Il y a aussi la concurrence entre entreprises sur les salaires, etc. Mais je vais pas trop m'étendre. Alors, pour conclure sur cette partie de l'étude, je voulais un petit mot sur tout ce qui est perspective et difficultés. En fait, les entretiens qu'on a pu conduire avec les acteurs de la filière en région nous ont un peu donné une tendance par rapport à finalement à leur vision de la filière aujourd'hui et de la façon dont cette filière allait évoluer, ainsi que le marché et puis les difficultés qu'ils rencontraient actuellement. Alors encore une fois, c'était le reflet de la situation en 2024. On sait que le contexte a évolué et peut-être qu'il y a un certain nombre de choses qui aujourd'hui seraient peut-être moins vraies, mais on n'en a pas forcément la visibilité. Alors, un des éléments très marquants dans ce que nous ont remonté les entreprises, c'est qu'effectivement, le marché décolle très mollement, avec toujours un manque de visibilité et des problématiques de retour sur investissement. En fait, on le voit dans ce que nous a montré M. Boisvert, il y a actuellement, finalement, que ce soit en région ou à l'échelle nationale, un assez faible déploiement des bus à hydrogène. D'une part parce qu'il y a un coût important pour se doter de ces véhicules. Il y a aussi un process qui est très complexe pour obtenir des subventions par rapport à ces véhicules. Et on a aussi une concurrence qu'on ne pensait pas aussi forte, mais sur les bus électriques. Et du coup, aujourd'hui, on a du coup un faible besoin pour maintenir à la fois les bus et à la fois les camions à hydrogène. Ensuite, on a un développement de la filière qui semble assez déséquilibré, c'est-à-dire qu'il existe tout un tas de briques, hein. Encore une fois, on a vu dans la première représentation les différentes briques qui pouvaient exister, mais l'écosystème complet, il n'est pas encore en place, ni en région tout à fait, ni au niveau national. Alors, il y a par exemple, on l'a vu, hein, la vente de véhicules de groupes électrogènes et hydrogène, mais il n'est pas forcément simple de se doter des recharges hydrogène pour pouvoir alimenter ces groupes électrogènes. Il y a aussi un manque de visibilité parce qu'en fait, la technologie n'est pas complètement mature. Les prix sont quand même extrêmement élevés, soit pour
alimentés avec de l'hydrogène vert, mais aussi par rapport aux différentes technologies. Et donc tout ça, ça génère un certain nombre d'inquiétudes pour les entreprises qui ont fait des gros investissements et qui ont besoin d'avoir des retours sur investissement. Et puis tout ça, ça génère aussi une espèce de défiance d'investisseurs dans l'hydrogène parce qu'en fait, il y a une absence de rentabilité à court terme. On est vraiment sur quelque chose qui se déploie, qui va nécessiter un certain nombre d'années. Et tout ça peut avoir aussi une espèce d'impact sur l'image de la filière qui peut se dégrader. Et donc, il est important aussi de mettre en avant des success stories d'entreprises ou de savoir-faire régionaux pour attirer l'attention sur la filière hydrogène et montrer que ça fonctionne. Et puis, il y a aussi des choix techniques qui ne sont pas complètement figés sur la mobilité notamment. Est-ce qu'on va utiliser du thermique hydrogène ou passer par la pile à combustible avec une alimentation hydrogène pour fonctionner comme un véhicule électrique? Tout ça n'est pas 100% figé. Alors, les autres facteurs remontés, effectivement, par les entreprises, c'est au niveau des aides financières qui finalement semblent un peu moins tournées vers la mobilité et un peu plus vers le stationnaire. En fait, il y a un certain nombre de projets de stations hydrogène qui étaient prévus et qui ont été abandonnés parce qu'il n'y a pas eu les financements qui étaient prévus. En fait, la difficulté, c'est que il n'a pas été, enfin, les entreprises n'ont pas pu remonter la confirmation d'un certain nombre d'usages, notamment par des logisticiens, pour faire fonctionner des flottes de camions à hydrogène. Et puis, il y a eu des reports de financement de l'ADEME sur le stationnaire, et tout ça, forcément, ça nuit au développement de projets à mobilité, et ça générait des craintes pour les entreprises qui étaient positionnées sur ce secteur de la mobilité. Ensuite, il y a la question de l'offre de formation. Trouver le bon équilibre entre des formations spécifiques hydrogène, mais aussi sur finalement maintenir une offre de formation classique industrielle qui alimente déjà les métiers industriels de base qui sont a priori ceux qui sont recherchés. C'est-à-dire que la priorité aujourd'hui, c'est plutôt disposer de formations au métier de base de la mécanique sur lequel on sait que les tensions existe, et puis aussi sur attirer des jeunes dans ces filières. Ça, c'est le premier frein. En fait, l'idée, c'est vraiment d'attirer des jeunes sur les métiers industriels de base et ensuite de les accompagner, par exemple, vers de la maintenance à hydrogène. Et ça, c'est assez simple. Une fois qu'on a le vivier de main-d'œuvre, on sait les accompagner vers l'hydrogène. Ensuite, les entreprises ont témoigné du fait qu'aujourd'hui, il y avait un certain nombre de formations de base de l'industrie qui n'existaient plus parce qu'en fait, on n'arrivait pas à remplir les formations. Et donc, faute de candidats, malheureusement, il a fallu fermer certaines formations, ce qui nécessite ensuite pour les entreprises de faire de la formation interne, de la formation sur le tas pour pouvoir conserver les savoir-faire. Et puis aussi, compte tenu du manque de visibilité ou de maturité de la filière hydrogène, il nous a été aussi dit que ce n'était pas forcément nécessaire de développer de nouvelles formations spécifiques hydrogène, mais qu'il fallait peut-être plutôt privilégier des colorations de diplômes déjà existants, avec un petit vernis hydrogène, hein, un module hydrogène, parce que c'est beaucoup plus souple aussi sur ce type de formation, lorsque le contexte évolue, de faire aussi évoluer ces formations. Ensuite, un certain nombre d'entreprises qui sont effectivement plutôt sur la mécanique et les moteurs thermiques ont alerté pour dire attention, la monotechnologie de l'électrique telle qu'elle est souhaitée par l'Europe risque d'avoir des incidences extrêmement fortes sur nos compétences et sur nos emplois en tant que motoristes. Il y a une forte concurrence aussi aujourd'hui de la filière hydrogène avec celle de l'électrique, hein. Il y a une forte accélération de l'électrique qu'on n'avait peut-être pas vu venir sur la mobilité lourde, et pour autant, elle existe, parce qu'effectivement, les véhicules électriques à grosse batterie, finalement, ça semble un petit peu moins coûteux que les véhicules à hydrogène. Ensuite, il y a des entreprises donc, qui font du rétrofitage, c'est-à-dire qu'elles finalement, elles utilisent des véhicules thermiques en leur faisant consommer de l'hydrogène plutôt que du diesel ou de l'essence. Et ces entreprises de rétrofitage ainsi que leurs sous-traitants ont réalisé des investissements extrêmement élevés. Le rétrofitage, ça semble une solution assez simple, moins coûteuse qu'un véhicule 100% hydrogène à la base, et ça permet aussi de garder des compétences dans les entreprises qui fabriquent du matériel de transport. Donc voilà, elles alertent les pouvoirs publics en disant attention, tenez compte de nos compétences de motoristes, il ne faut pas qu'elles disparaissent.
parce que derrière, à la clé, c'est quand même plusieurs milliers d'emplois qui pourraient disparaître en raison de l'électrification. Et tout ça, ça génère des pertes de compétences pour la région. Ensuite, l'autre difficulté remontée, c'est la difficulté de trouver des clients, parce qu'il y a aussi des normes qu'il faut changer. Et puis, il faut aussi penser international et pas penser région ou France uniquement. Donc, je reviens toujours à nos entreprises de rétrofitage qui sont confrontées à la difficulté à la fois de lever des fonds, mais à la fois aussi de trouver des clients. Il faut savoir que la solution des moteurs thermiques à hydrogène, elle semble assez pertinente puisque les entreprises qui sont sur ces technologies nous disent qu'a priori, en termes de décarbonation de la mobilité lourde, on pourrait gagner presque 10 ans, mais ça nécessite aussi une homologation pour pouvoir consommer de l'hydrogène à la place de carburants fossiles actuels. Et là, c'est vraiment une question de survie pour ces entreprises qui sont sur ces technologies de rétrofitage. Ensuite, il y a aussi des entreprises qui semblent un peu attentistes parce qu'elles sont aujourd'hui, pour certaines, sur une vision un peu trop locale du marché et il faut vraiment se tourner vers l'international. On sait que l'hydrogène, c'est un marché qui est avant tout mondial, notamment qui est important pour des pays qui sont sans nucléaire et qui ont besoin de cette solution hydrogène pour pouvoir décarboner leur industrie. Maintenant, il faut aussi avoir conscience qu'il y a des lobbies anti-hydrogène, parce qu'on a des groupes industriels forts qui sont positionnés, par exemple, sur le pétrole et qui ont forcément tout intérêt à ce que leur technologie perdure et non pas que ce soit l'hydrogène qui prenne le relais. Et puis, il faut avoir conscience de la concurrence extrêmement vive qui existe partout dans le monde, mais on met là ici en avant l'Asie et la Chine, mais aussi la Corée, et puis l'Allemagne, bien évidemment. On n'est pas les seuls à travailler sur l'hydrogène, loin s'en faut. Maintenant, il faut qu'on finisse aussi sur une note positive, hein. Il nous a été aussi remonté qu'on était sur une filière qui était bien soutenue en région. Il y avait quand même un sentiment qu'il y avait des engagements forts de l'État et de la région sur cette filière, qu'il y avait le projet École Hydrogène qui a été confirmé et dont Pauline Prat nous parlera tout à l'heure, et puis les atouts historiques de la région dont nous a parlé aussi Monsieur Boisvert tout à l'heure. Alors après, je vais pas lister les mais parce que derrière, c'est des choses que je viens d'évoquer, mais il y avait quand même une chose importante, c'était le fait qu'effectivement, les informations aujourd'hui sur l'hydrogène, elles sont éparpillées, il y a une multitude d'acteurs, et voilà, il y avait le souhait d'un guichet unique pour les entreprises. Quels sont les acteurs de la filière? Quelles sont les formations? Quels sont les organismes de formation? Quels sont les labos, les plateaux techniques existants? Voilà, tout un tas de choses qui semblent importantes de pouvoir remonter. Alors, petite transition avant de repasser la parole à Emmanuel. On a interrogé les entreprises en fait par rapport à leur connaissance qu'elles avaient de l'offre de formation et comment elles pouvaient potentiellement contribuer à la formation sur l'hydrogène. Et en fait, on a toutes les situations possibles. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui avaient une connaissance nulle ou très partielle de l'offre de formation hydrogène, parce qu'en fait, le besoin est couvert soit à l'interne, en formant sur le tas, soit par leurs fournisseurs. Mais les entreprises remontaient quand même systématiquement le fait que ça serait bien que l'offre de formation soit plus visible, qu'on puisse accéder à une cartographie. Donc ça sera justement ce qui vous sera présenté après par Emmanuel. Mais des entreprises disaient aussi qu'elles avaient déjà des échanges avec des organismes de formation, qu'elles intervenaient parfois dans des cursus, dans des incubateurs, qu'elles faisaient des investissements dans des labos de recherche ou carrément qu'elles finançaient des thèses de recherche sur l'hydrogène. Ensuite, certaines mettaient à disposition des modules de formation qu'elles avaient développés. D'autres entreprises disaient qu'elles avaient déjà leur propre école de formation interne. Et ensuite, certaines entreprises qui disposent de plateaux techniques disaient qu'elles pourraient à terme, pourquoi pas, les mettre à disposition de lycées, de CFA, etc., pour qu'elles soient judicieusement utilisées. Ce n'était pas la peine de redévelopper des plateaux techniques spécifiquement quand ces plateaux techniques existaient dans des entreprises. Voilà, donc je vais repasser la parole à Emmanuel pour la cartographie de l'offre de formation. Merci Marc. Je vais vous partager du coup un autre écran cette fois-ci. Je pense que vous devez le voir d'ailleurs. Vous êtes bien sur le site Amphore? Oui, c'est bien ça. Oui. Merci.
Donc, deuxième axe de travail, en fait, hein, qui nous avait été confié par nos commanditaires, donc l'État et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agissait donc, en plus du volet enquête et retour sur les besoins en emploi, en compétences et recrutement, de faire en fait une cartographie de l'offre de formation initiale et continue des formations qui mènent potentiellement finalement à l'écosystème hydrogène en région. Et donc, pour accéder, en sachant qu'Enfort produit d'autres cartographies de ce type-là sur d'autres secteurs ou domaines d'activité, et je voulais simplement vous montrer le lien. Donc, quand vous arrivez sur le site d'Enfort, vous allez dans la rubrique formation, et ici, à peu près au milieu de la page, vous avez des zooms donc des zooms sur des dispositifs de formation, mais aussi des zooms sur des formations par domaine d'activité. Donc, c'est ici qu'il faut cliquer. Et donc, vous avez la cartographie de l'hydrogène qui est ici. Voilà, donc juste, ça fait référence au quiz qu'Ariane vous a lancé au début de ce webinaire, hein. La cartographie, du coup, recense à la fois les formations initiales sous statut d'élève, les formations en apprentissage, les formations collectives financées sur fonds publics, les formations hors financement public, donc dites plutôt privé ou catalogue. Mais là, c'est pas forcément exhaustif dans la mesure où ce sont les organismes de formation qui viennent saisir finalement leur offre. Donc, on les invite aussi à rendre visible cette offre de formation. Et donc, cette cartographie, elle est dynamique et mise à jour en continu. Donc, vous avez un onglet formation continue et apprentissage ici. Vous voyez, il y a 535 sessions qui sont disponibles en lien donc, avec les métiers de l'hydrogène. Et vous avez donc ici l'onglet formation initiale qui recense, lui, 167 formations actuellement sur la filière hydrogène. Donc juste peut-être, parce que je sais qu'on a dépassé un petit peu notre temps de parole avec Marc, vous montrer quand même peut-être un exemple. Vous avez donc la possibilité de faire une recherche via des filtres en fait, qui sont sur votre gauche ici. Vous pouvez par exemple sélectionner que les formations certifiantes, mais aussi par niveau. Et si par exemple vous allez voir une fiche formation, vous avez donc toutes les informations, que ce soit les objectifs, le contenu de la formation, les résultats attendus de la formation, les certifications en lien, les dates de session de formation, l'organisme de formation responsable de la formation, et puis quelques éléments, là, des descripteurs finalement qui sont propres à Amphore. Et vous avez également la possibilité d'afficher ces formations sous la forme d'une carte. Par exemple, on a beaucoup parlé de la Franche-Comté, du Nord-Franche-Comté. Je vais aller voir du côté de la Bourgogne, ex-Bourgogne. Et donc là, voilà, vous pouvez zoomer de plus en plus en cliquant. Voilà. Et là, par exemple, vous avez deux formations qui sont rattachées au bâtiment CFA Bourgogne-Franche-Comté qu'on a, nous, en fait, rentré dans ce périmètre hydrogène. Donc, deux CAP monteurs en installation thermique. Et donc, comme tout à l'heure, si vous cliquez sur une fiche formation, vous avez les informations que j'évoquais tout à l'heure. Voilà pour ça. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous invite vraiment à aller voir ces zooms par domaine d'activité. Je vais juste reprendre le diaporama. Je veux bien. Et là, bien sûr, je suis au début. J'aimerais aller à la fin, donc je ne vais pas vous repartager ça. Simplement, j'avais noté en fait de vous mettre dans le chat à la fois le lien vers l'étude Amphore, donc avec tous les détails, parce qu'aujourd'hui, on avait 20 minutes pour la présenter, c'était un petit peu court. Et sinon, le lien aussi sur ce Zoom, sur les formations qui mènent potentiellement au métier de l'hydrogène. Je vous J'ai bien. remercie de votre écoute. Merci Merci, Emmanuel, j'ai bien Ariane. partagé dans le chat, j'ai mis à disposition la Parfait. cartographie. J'avais mis au début de la présentation le lien vers l'étude, mais je vous le remets au cas où. Hop, voilà, donc vous avez les deux liens côte à côte. Je vois qu'il y a eu quelques questions. Je Pauline, réponds, là, ouais, je suis en train de super. répondre à une question en ligne pour que tout le monde l'ait. Je pense aussi à quelque chose, c'est qu'on a pu visionner, il y a des films qui sont sur Arte, qui sont extrêmement intéressants sur l'hydrogène. On pourra peut-être mettre le lien, parce que ce sont des films, alors certains, il y en a un qui dure 1h30, mais qui donnent vraiment
une image très complète de la complexité justement du recours à l'hydrogène pour les différents usages, avec les contraintes qu'il y a derrière, etc. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant et on mettra le lien dans la conversation. Je m'en Ça occupe tout de marche. suite. Ok, Merci. merci Manu. Merci beaucoup pour tous les partages et puis pour toutes ces informations. Et sans plus tarder, du coup, je vais laisser la main à Lionel Comté pour qu'il nous donne des exemples de coloration de formation. Donc voilà, ça complète ce qui a été dit précédemment. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez? Oui, super. Ok, donc je vais tenter de partager mon écran. Vous voyez bien le partage de l'écran? C'est parfait. Ok, très bien. Alors, je vais tenter de vous expliquer comment, au lycée Germaine Tillion, nous avons réfléchi à une coloration autour de l'hydrogène sur nos filières maintenance véhicule. Donc, vous verrez, je vais parfois dévier un petit peu de l'hydrogène. On va rester sur la thématique des véhicules, mais avec des points d'étape et puis expliquer sur ce contexte local pourquoi nous nous sommes lancés sur cette coloration de diplôme qui a été validée à la fois par la région et par le rectorat. Alors, le lycée Germaine Tillion compte une forte concentration d'élèves qui vont être confrontés au métier de la maintenance des véhicules. Et en fait, une des particularités de notre établissement, c'est que nous avons des formations dans tous les véhicules possibles, aussi bien véhicules légers, véhicules transport routier et moto. Et nous allons donc du CAP jusqu'au BTS. Donc nous avons une offre de formation autour de la maintenance de véhicules qui est relativement importante. Pour aborder la coloration, je vais vous parler, mais vous le savez aussi bien que moi, des nouvelles technologies de véhicules, notamment une étude qui a été menée par le ministère en charge des Transports avec une prévision des types de motorisation de nos véhicules. Alors, c'est les véhicules légers, les voitures particulières, à échéance 2024-2025. Donc, on s'aperçoit que l'électrique évolue de plus en plus. Dans l'électrique, on peut retrouver, ce n'est pas tout à fait le cas pour l'instant, mais l'hydrogène. Donc, on s'aperçoit qu'entre l'électrique et l'hybride, eh bien, sur cette année 2024, les immatriculations comptent pour 60% en électrifié. Donc, ça a été un des points de départ de notre réflexion. Un autre point de départ concerne en fait notre activité de formation, puisque nous formons, nous, à la réparation et la maintenance des véhicules. Nous ne sommes pas, bien évidemment, dans l'étude de la conception de véhicules, mais bien sur la réparation de maintenance. Donc, il y a un focus entre 2022 et 2030, où on s'aperçoit que en 2022, il y avait très peu d'activités de réparation de maintenance sur les véhicules électriques et hybrides. Et en 2030, eh bien, on s'achemine sur une majorité d'interventions sur les véhicules électriques hybrides pour des véhicules qui auraient moins de 4 ans. Et puis, il restera bien évidemment des véhicules thermiques avec des âges des vétustés de véhicules supérieurs à 12 ans. Donc, on voit qu'on aura tout type de motorisation et tout type de véhicules qui vont rentrer aussi bien dans les centres auto, dans les concessions, chez les agents. Donc, un axe de formation pour nous qui est particulièrement intéressant. Alors, 2030, pour nous, c'est une cible particulièrement représentative puisque si nous sommes en 2025, un jeune qui va rentrer en seconde bac pro cette année, eh bien, sortirait avec un BTS en 2030. Donc, on voit bien notre intérêt de pouvoir former nos jeunes à toutes ces technologies. Alors, l'observatoire que mène l'ANFA, l'Agence nationale pour la formation automobile, fait apparaître des évolutions de métiers. Donc, je ne vais pas trop les détailler pour gagner un petit peu de temps, mais on s'aperçoit que aussi bien sur les nouvelles motorisations que sur les nouvelles applications embarquées, avec des systèmes électroniques qui sont de plus en plus complexes, des ADAS, donc des aides à la conduite, qui sont également de plus en plus complexes, eh bien, on va devoir, nous, s'adapter à la formation de nos jeunes pour qu'ils soient capables d'intervenir sur ces différentes thématiques au sein des entreprises lorsqu'ils sortiront pour être en insertion professionnelle. Donc là, c'était hors motorisation.
Et puis, sur la partie motorisation véhicule électrique, véhicule hybride, eh bien, effectivement, il y a de nouvelles activités qui apparaissent, notamment lorsqu'on va emmener un véhicule en concession, il va falloir être capable de le mettre en sécurité pour intervenir dessus. Donc, il y a des notions d'habilitation électrique. Ça sera pareil pour l'hydrogène. Et puis avec des nouvelles notions de maintenance de la batterie, d'amplification de freinage, puisqu'on fait de la récupération de freinage sur des véhicules électriques, mais également les véhicules à hydrogène. Donc voilà, des nouvelles activités qui apparaissent dans la formation de nos jeunes. Alors, les points de départ de la réflexion de coloration des diplômes. Un des points de départ, bien évidemment, c'est le contexte national. On sait qu'un des objectifs de France 2030, c'était sur ces 3 thématiques, il y en avait plusieurs, mais j'en ai retenu 3, d'installer suffisamment d'électrolyseurs, de développer les mobilités propres, en particulier pour les véhicules lourds. Donc ça, c'est un contexte qui nous intéresse particulièrement au lycée Germaine Tillion, puisque nous avons la maintenance des véhicules transport routier. Et puis, construire en France une filière industrielle créatrice d'emplois. J'ai pris, parce qu'en fait, on parle beaucoup d'hydrogène, d'entreprise, on ne sait pas trop où on en est, est-ce que les projets sont menés au niveau industriel ou pas. J'ai pris 2 exemples au niveau national, j'ai fait exprès de ne pas les prendre sur la région Bourgogne-Franche-Comté, ça sera la prochaine diapo. Mais par exemple, au Havre, en 2026, il va y avoir Air Liquide qui va installer un électrolyseur de grande capacité. Et puis Hino, donc, qui est un constructeur de véhicules transport routier, qui mène un projet avec Toyota et qui dévoile son premier camion à pile à combustible, produit en série. Donc là, on commence à voir apparaître le terme produit en série. Sur le contexte régional, donc entre Dijon et Belfort, donc on a évoqué tout à l'heure, M. Boisvert a évoqué tout à l'heure les différents positionnements en région Bourgogne-Franche-Comté d'acteurs autour de l'hydrogène. Effectivement, il y a des bus sur Belfort. Et puis à Divia, donc j'ai visité les ateliers il n'y a pas très longtemps, ils sont en train de travailler sur l'acquisition de bus à hydrogène pour 2026 pour un marché de 20 millions d'euros. Donc on s'aperçoit que le contexte de Bourgogne-Franche-Comté est quand même particulièrement intéressant sur cette thématique. Un point extrêmement important qui va pouvoir apporter une partie des réponses à une question, effectivement sur le Nord-Franche-Comté, entre Belfort, sur Belfort principalement, on a quand même des compétences extrêmement fortes sur l'hydrogène énergie, aussi bien en enseignement, puisque à l'UFR, ils ont un cursus au niveau du master sur l'hydrogène énergie. L'UTBM qui a déposé un diplôme d'université labellisé en Bac+6, et puis bien sûr, il y a le labo FCLab. Donc en termes de formation de nos enseignants, c'est particulièrement intéressant d'avoir en local des universitaires qui sont capables de former nos enseignants au lycée sur ces thématiques-là. Donc, vous voyez un contexte qui est particulièrement favorable pour notre établissement pour se lancer dans la coloration en termes d'hydrogène. Et puis, des acteurs industriels proches avec qui nous avons énormément de relations, car il ne faudra pas oublier que nos élèves, on va devoir les placer en stage ou en période de formation au milieu professionnel. Donc, il faut qu'on soit capable, si on travaille sur l'hydrogène, de placer nos jeunes en entreprise sur cette période de formation. Donc, tout le monde connaît Stellantis. Le groupe Bourlier, c'est un groupe qui à la fois vend et fait de la maintenance sur tout ce qui est véhicule transport routier. Forvia, on l'a cité tout à l'heure, et on voit bien qu'il peut y avoir des adaptations sur véhicules avec les réservoirs hydrogène, donc au sein de Forvia. Alors, sur les référentiels, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a la chance, peut-être, d'avoir un nouveau référentiel qui apparaît sur la maintenance véhicule. Ce référentiel, qui est donc rénové en septembre 2025, il s'appuie sur des blocs de compétences que je citais avec des pôles, vous voyez, entretien périodique des véhicules, maintenance corrective des véhicules et diagnostic de système des véhicules. Et on va retrouver ces blocs du CAP jusqu'au BTS. Donc on va être capable, nous, de suivre les compétences de nos jeunes pendant 3 à 5 ans sur ces blocs. Et on s'aperçoit également qu'il n'y a pas la typologie de véhicule qui est citée. Pourquoi? Parce que demain,
et on l'a vu avec l'enquête qui a été menée, c'est qu'un jeune, quand il va sortir dans 5 ans, il devra probablement être capable d'intervenir sur tout type de véhicule. Donc, j'ai cité ici le thermique, l'électrique, l'hybride, ça on les connaît déjà, mais pourquoi pas l'hydrogène? Alors effectivement, Toyota avec sa Mirai avait initié un véhicule, on est un petit peu en stand-by, mais a priori BMW sortirait un véhicule à hydrogène en 2026. Donc voilà, une vraie thématique pour nous, être capable de former nos jeunes à toutes ces typologies de véhicules qui seront conformes au référentiel de formation. D'où le terme coloration et non pas référentiel particulier pour un véhicule à hydrogène. Ça n'aurait pas de sens lorsqu'on voit tous les véhicules sur cette photo. Alors, bien évidemment, quand on parle de coloration, on parle aussi de développement de plateaux techniques et de pédagogie. Donc, lorsque nous avons déposé nos dossiers de coloration, nous avons ciblé les 2 diplômes qui nous semblaient les plus adaptés, à savoir, et on l'a dit, les véhicules lourds avec les véhicules transport routier, mais également les voitures particulières, puisque dans les voitures particulières, on retrouve également les véhicules utilitaires. Le véhicule utilitaire, il est un petit peu à la frontière entre ces deux diplômes, ces 2 options de diplôme d'ailleurs, de voitures particulières et de véhicules transport routier. Donc voilà pourquoi nous sommes partis sur ces thématiques-là. Les bus aujourd'hui, il n'y a pas de formation propre sur les bus, donc on les relie principalement aux véhicules transport routier, même si tout ce qui est maintenance de bus ne fait pas partie de la branche liée à la maintenance des véhicules. Voilà. Mais on les lit quand même. Alors, souvent, on nous dit, oui, mais se lancer dans l'hydrogène, c'est un vrai risque, puisqu'il risque de ne pas y avoir de métier propre sur l'hydrogène. Mais en fait, c'est un risque mesuré, puisqu'aujourd'hui, une voiture à hydrogène, c'est à 85% à une voiture électrique. On va retrouver des batteries, on va retrouver un moteur électrique, on va retrouver les calculateurs qui seront probablement un petit peu plus complexes sur un véhicule à hydrogène, mais on aura les mêmes connectivités. Donc globalement, même si on fait travailler nos jeunes sur des véhicules à hydrogène, eh bien, il y aura toute une partie, une forte partie qui sera adaptée avec les voitures électriques. Donc globalement, il n'y a pas de risque pédagogique à se lancer pour nous à notre niveau sur l'hydrogène. Par contre, il y aura effectivement des notions complémentaires. On a parlé de sécurité. Ouais, dans un véhicule à hydrogène, on aura des réservoirs. Donc, ça veut dire qu'il va falloir former nos jeunes à aller un petit peu plus loin sur la sécurité de certains véhicules, notamment être capable d'avoir peut-être une habilitation sur l'intervention de véhicules à hydrogène. Hein, là, on travaille actuellement sur des réservoirs à basse pression, mais on sait que les futurs véhicules, les réservoirs seront à 700 bars. Donc, obligatoirement, des notions de sécurité qui seront accrues. On a souhaité également, lors de cette coloration, rentrer par les sciences. En fait, en bac pro et en BTS, il y a une part importante qui est donnée à la physique-chimie. Et on s'aperçoit que l'hydrogène va pouvoir relier les compétences du programme de chimie, de physique-chimie, à nos enseignements professionnels. Et il y a un dispositif en bac pro qui s'y prête fortement, c'est la co-intervention. En fait, la co-intervention, c'est 2 enseignants qui sont ensemble avec la classe, un enseignant de sciences et un enseignant d'atelier d'enseignement professionnel, qui travaillent ensemble sur des thématiques au sein des ateliers. Donc, ça donne cette possibilité, ça donne un point d'entrée particulièrement intéressant pour une coloration de diplôme. Donc, nous, ça a été un de nos points d'entrée fondamentaux. Alors, on a parlé plateau technique. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de plateau technique véhicule en entreprise qui va pouvoir travailler sur la formation de nos jeunes. Donc, on a travaillé avec la région pour mener à bien un projet de développement de plateau technique. Et en fait, on s'aperçoit que ce plateau technique, il pourrait se constituer sous cette forme-là, avec un véhicule à hydrogène, mais avec des sous-systèmes. Un sous-système que nous avons acheté, qui permet de travailler sur la maintenance des réservoirs. Comment je fais la maintenance? Comment je détecte une fuite?
un banc qui va permettre de travailler sur la chaîne d'énergie, la pile à combustible, le moteur, comment ces éléments sont reliés, comment je vais piloter le moteur et les batteries à partir de la pile à combustible. Et puis, bien sûr, un diagnostic fort, puisque notre point de départ, ne l'oublions pas, on est en réparation-maintenance, ça va toujours partir la thématique de la panne véhicule. Et puis derrière, travailler sur une synthèse en liaison, pourquoi pas, avec des techniciens spécialisés. Donc voilà, tout cet équipement, en fait, c'est un travail que nous avons conduit avec la région pour essayer d'acquérir ces différents constituants, sous-ensembles. Aujourd'hui, pour l'instant, le véhicule, on n'est pas parti sur une acquisition, mais sur le reste, oui. Et puis on s'aperçoit qu'en véhicule transport routier, c'est complètement redondant. On peut très bien partir de la partie camion pour évoquer, toujours pareil, la maintenance des réservoirs, la chaîne d'énergie et puis le diagnostic. Je vois que le temps passe, donc j'accélère un petit peu, vous m'en excuserez. Je voulais parler très rapidement, on est en train de développer un outil pédagogique, un outil pédagogique, vous reconnaissez ici le petit véhicule qui vous a été montré tout à l'heure, c'était le MobiPost. Il est bleu parce que c'est pas le MobiPost, mais voilà, c'était les véhicules qui avaient été vendus sur la Poste, c'est des véhicules à hydrogène. Et en fait, on est en train d'en réaliser un objet pédagogique qui sera absorbable, si je peux m'exprimer ainsi, de la troisième, donc du collège jusqu'à l'enseignement supérieur, avec des thématiques et des TP qui seront définis. Donc, voilà, une thématique forte actuellement. Et puis, avec une temporalité d'échéance de formation, vous voyez, on attaque même avec les troisièmes, donc avec nos classes de collégiens, la thématique de l'hydrogène dès l'année passée. Donc, ça a été fait. Et puis, on travaille aujourd'hui sur le reste avec nos bacs pro, voire nos BTS. Alors, au final, une coloration de formation, c'est facile. Je dirais oui et non. Je vais principalement évoquer les points de vigilance, à savoir la formation des enseignants. Ça, c'est impératif. Le développement du plateau technique sur les objets ou les ensembles, les sous-ensembles que nous n'aurions pas. Et puis, voilà, il faut emmener les enseignants, c'est vraiment la priorité. Travailler avec les enseignants sur cette coloration pour pouvoir développer une aide auprès des élèves. Voilà. Merci, Monsieur Conté, pour toutes ces explications. Il n'y a pas eu de questions, il me semble, dans le chat, mais n'hésitez pas à les poser. Monsieur Conté pourra y répondre pendant que Pauline Prat prend la suite de ce webinaire. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat. Donc, je passe la main à Pauline pour qu'elle nous présente, du coup, l'école de l'hydrogène, donc cette dernière partie du webinaire. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, nickel. Ouais, ok. Donc, je vais partager mon écran. Vous me dites quand c'est bon. Alors là, on voit votre écran, ouais. C'est bon sur la présentation. Vous voyez aussi mes mails qui s'affichent ou pas? Non, il n'y a pas de souci. Parce que j'ai des alertes mails en même temps. Non, vous inquiétez pas. Ok. Ok. Si c'est bon pour vous, voilà, je suis sur la page d'accueil. Tout est bon pour tout le monde? Ouais. Oui, nickel. Ok, bon. Alors donc pour me présenter, je m'appelle Pauline Prat, avec un T à la fin. Mais bon, ça c'est pas grave, je le dis pour les collègues, mais c'est vrai qu'on s'appelle toujours par nos prénoms, donc on n'a pas l'habitude de s'appeler par nos noms de famille. Alors moi je travaille au cabinet du nouveau président de région Jérôme Durin, et j'étais au cabinet de Marguerite Dufay au préalable. Donc, on a parlé tout à l'heure de cette mobilisation politique très importante sur le développement de la filière hydrogène. C'était le cas très prosaïquement avec la mission qui a été la mienne pendant ces 2 dernières années, voire 2 années et demie, où en fait j'ai été chargée par la précédente présidente de région de constituer une réponse à un appel à manifestation d'intérêt de France 2030 qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir. Donc, la présidente avait souhaité que la région s'engage fortement en étant elle-même chef de file sur une réponse d'appel à la manifestation d'intérêt pour drainer en fait tout l'écosystème économie, emploi, formation autour de l'hydrogène en région Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est un sujet qu'on a employé déjà, c'était de mémoire en juin 2023 qu'on a commencé
s'organiser sur ce sujet et le projet a été, après moult rebondissements, labellisé en juin de cette année 2025. Donc, je vous ai mis sur cette première slide l'ensemble des acteurs qui constituent le consortium du projet École de l'hydrogène, donc que vous verrez apparaître comme étant EH2, parce que c'est son petit acronyme. Donc, les catégories d'acteurs qui participent sont à la fois des donneurs d'ordre public dans l'achat de formation, donc principalement la région avec le rectorat de région académique qui est vraiment très fortement engagé sur ce sujet avec nous, également France Travail sur la partie formation des demandeurs d'emploi, et puis des organismes de formation ou d'accompagnement, ainsi que des employeurs ou représentants d'employeurs. C'est le cas pour l'UMM et le pôle véhicule du futur. Et puis sinon, du côté des entreprises, Danielson, Forvia, H26, Jenny et Total Énergie. Alors, vous voyez, c'est un consortium qui donc regroupe un certain nombre de partenaires. On est, de mémoire, on est 18. Les choses ont beaucoup fluctué puisque les présentations qui m'ont précédé vous ont bien expliqué le contexte aussi de forte évolution de ce secteur. Et donc, tout le secteur a évolué au fur et à mesure de la réponse à cet appel à projet. Et puis, ça continuera certainement. C'est une filière qui est en pleine évolution. Donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir garder un pilotage et oui, c'est ça, un pilotage. Je pense que c'est vraiment le mot qu'il faut qu'on emploie de cette stratégie emploi, formation, compétences pour la filière hydrogène. Concrètement, le projet École de l'hydrogène, c'est un projet comme un projet européen ou tout autre type de projet. Donc, c'est vraiment ce que je veux vous faire passer comme message ce matin. L'école de l'hydrogène n'est pas une école en tant que telle. C'est-à-dire, nous n'allons pas construire un bâtiment, nous n'allons pas créer un nouvel institut ou une nouvelle école. C'est vraiment un projet collaboratif entre différents acteurs engagés sur les questions d'emploi, formation, compétences. C'est un projet qui a été labellisé par France 2030 à hauteur de 6 millions d'euros. Ça, c'est important puisque on avait en fait, nous, construit un projet qui s'élevait à plus de 14 millions d'euros avec une attente de 10 millions d'euros de la part de France 2030. On a 4 millions d'euros de moins que ce qu'on pouvait espérer. Alors, j'imagine que pour toutes et tous, vous vous rendez compte à quel point 6 millions d'euros, c'est déjà énorme par les temps qui courent en termes de subventions publiques. Bon, néanmoins, on a dû couper un certain nombre de projets qu'on avait dans notre projet qui était très ambitieux. Donc, on est en train de faire réatterrir le projet pour un budget global d'environ 8,6 millions avec cette subvention de France 2030 de 6 millions d'euros. Je vous expliquerai par la suite où on en est en termes de calendrier. Alors, le projet d'école de l'hydrogène, en fait, il s'appuie vraiment sur tout ce qui vient de vous être présenté. Je remercie en fort les collègues pour la manière dont ça a été construit pour vous, ce webinaire, parce que je crois que vraiment les différentes présentation montre bien toute l'articulation entre nous autour de ce sujet. Ce qu'on vous a montré par ce webinaire, c'est donc à la fois qu'on a une connaissance du secteur, des industriels, des laboratoires de recherche qui travaillent sur ce sujet. On a une connaissance en termes des besoins formulés, pas encore formulés, peut-être mal formulés encore des entreprises. Amphore avait déjà conduit cette étude en 2021, l'a renouvelée dernièrement. Nous, on s'est un petit peu intercalé entre ces deux études pour faire également une petite enquête flash auprès des entreprises. Donc voilà, on a cette connaissance collective sur ce qui est en train de se passer. Et puis, on a des acteurs de la recherche et de la formation qui ont aussi leur expérience et qui ont expérimenté des choses et qui arrivent à construire déjà des offres de formation. Alors, il y en a peut-être déjà autour de cet écran, mais Lionel Contet a bien montré pour le lycée Tillon tout à l'heure comment il s'y était pris et que tout cela, si on n'a pas un engagement fort des équipes pédagogiques en interne, on peut avoir toutes les enquêtes et toutes les injonctions que l'on veut, ça ne fonctionne pas.
Donc, on a besoin de travailler tous ensemble sur ce sujet. Et le projet École de l'hydrogène, c'est vraiment un cadre de pilotage de ce travail collectif, avec l'idée de se dire que chaque organisme de formation, chaque école, chaque acteur institutionnel ne peut pas, dans son coin, réussir à appréhender à la fois l'évolution de la filière, les besoins des entreprises et avoir tout ce qu'il faut pour mettre en place des équipements pédagogiques, former des formateurs et construire des formations tout en attirant les candidats et en les envoyant dans les entreprises en stage. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent être appréhendées par tout un ensemble d'acteurs de notre écosystème, mais on a besoin de s'organiser. On a besoin de s'organiser pour savoir où est-ce qu'on va mettre l'énergie, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble aussi, puisque on n'a pas intérêt sur des sujets sur lesquels on a besoin souvent d'investissements financiers assez lourds quand même. Avoir par exemple une plateforme, Monsieur Contet ne dira pas le contraire, mais ça coûte cher. Donc comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble sur tous les niveaux de formation, pour tous les types de publics, et arriver à avancer sur la création d'un écosystème compétences formation qui soit attrayant pour les entreprises qui sont là déjà sur le secteur, qui sont en train de se transformer, qui se demandent si elles vont ou pas aller sur ce secteur de l'hydrogène, des entreprises qui peuvent éventuellement être intéressées pour venir sur le territoire, mais aussi comment est-ce qu'on donne envie à des jeunes et des moins jeunes d'aller s'inscrire dans cette filière. Parce que je crois qu'on l'a bien suffisamment dit, il y a aussi un enjeu d'orientation vers la filière. On a aussi des enjeux de maintien des personnes qui sont en formation dans la filière. Ça, c'est un des plus gros sujets du secteur industriel. C'est à la fois d'attirer les personnes, mais aussi d'arriver à les maintenir dans le secteur industriel tout au long de leur formation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire travailler tout le monde ensemble? C'est vraiment ça l'idée de l'école de l'hydrogène. C'est ce que je vous ai mis sur cette slide pour vous dire que l'idée, c'est de faire école tous ensemble autour de ce sujet et de pouvoir attaquer différents leviers de changement qu'on a identifiés, c'est-à-dire déjà avoir un premier niveau d'acculturation au secteur de l'hydrogène, aux enjeux de l'hydrogène, attirer vers la formation. Former les formateurs, vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment le nerf de la guerre. Sans formateurs formés, on ne peut pas déployer la formation, mais aussi équiper les formations pour qu'elles puissent avoir des outils de formation qui soient à la fois adaptés aux entreprises, mais aussi au niveau de formation et aux équipes pédagogiques, puisque on l'a vu tout à l'heure avec la présentation de Lionel Contet, on a besoin d'avoir des choses qui soient adaptées à différents niveaux de formation. Alors, je crois que vous l'avez fait à Tillon, vous disiez tout à l'heure, même c'était, je crois, en 3e prépa métier, il me semble que vous aviez commencé. Donc, on ne fait pas la même chose pour des prépa métiers ou des BTS. Comment est-ce qu'on fait pour que les équipements puissent être adaptés à tous ces niveaux? Voilà, donc on s'est attelé à partir de tous ces constats et de toutes les forces vives qui étaient présentes en région. Je vais passer sur ce sujet-là, puisque ça nous a déjà été présenté par Amphore, à en fait découper notre projet en différents axes. Pour réussir à balayer tous les enjeux qui étaient devant nous. Alors, ces axes, ils sont au nombre de 4. Ça s'appelle des work packages en anglais pour bien répondre au cahier des charges de ce type de projet collaboratif. Alors, on a un premier axe work package qui s'appelle anticiper et faire connaître, un deuxième axe former, un troisième connecter et un quatrième qui en fait concerne toute la gestion du projet sur la durée de ces 50 projets qui s'appelle Incuber l'école de l'hydrogène. Je vais juste m'arrêter sur quelques éléments complémentaires de ce qui a été présenté pour ne pas être redondante et ne pas prendre tout le temps qui, j'imagine, est déjà écoulé puisque je suis trop bavarde comme d'habitude. Sur le premier work package, anticiper et faire connaître, là, c'est vraiment un sujet sur lequel on a déjà toutes les briques et pour lequel on a besoin de renforcer toutes les questions d'attractivité de la filière. Alors, l'attractivité de la filière,
Ça passe bien sûr par la question de l'information sur les métiers et sur les formations. Alors déjà, Amphore a posé une première brique avec le focus métier qui est sur le site d'Amphore. Donc c'est comment faire pour pouvoir nous appuyer sur ce savoir d'Amphore et tout ce travail, et puis pouvoir alors mieux le faire connaître, peut-être mieux l'adapter à certains publics, pouvoir venir avec tous les outils aussi de connaissance des métiers que l'on a à la région sur l'orientation. Je pense par exemple au casque virtuel avec des expériences métiers. Enfin voilà, on a tout un travail à consolider sur ce sujet. Puis un travail aussi à faire avec les entreprises, à la fois pour mieux les structurer dans l'expression de leurs besoins, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, je ne sais plus si c'est Marc ou si c'est Emmanuel qui le disait, mais il y a aussi parfois une difficulté pour l'entreprise elle-même à savoir ce dont elles auraient besoin. Donc, il y a aussi besoin d'une phase d'accompagnement, je dirais, en amont de toutes les enquêtes qui sont faites par Amphore. On a aussi besoin de travailler avec les entreprises sur la manière dont elles accueillent les jeunes et les moins jeunes aussi, puisqu'on s'adressera évidemment à des personnes qui sont en parcours de réorientation ou bien recherche d'emploi, donc d'autres types de publics. Comment est-ce qu'on fait pour les accueillir en entreprise? Comment est-ce qu'on fait pour les garder en entreprise? Alors bien sûr, les entreprises, elles savent faire ça, mais c'est comment les mettre en réseau ensemble sur ce secteur précis de l'hydrogène, et puis de pouvoir les faire monter en réseau et en compétences sur ce sujet. On a des enjeux évidemment de sensibilisation de grand public. Ça, c'est la fiche action 1.5 que vous voyez. Et puis, j'ai délibérément, je suis passée sur la 1.4, qui est une des particularités de notre projet, qui est la question de la meilleure articulation entre toute la phase de R&D et la question de formulation des nouvelles compétences. Ça, je pense que c'est important et c'est une spécificité du projet École de l'hydrogène, c'est de se dire qu'effectivement, cette filière, elle n'en est pas encore aux phases de l'industrialisation telle qu'on peut l'entendre dans d'autres filières. Je crois que Bertrand Boisvert du Pôle Véhicule du Futur l'a présenté tout à l'heure en disant qu'il avait d'abord présenté l'industrialisation avant de présenter la R&D. C'est vrai qu'on a des entreprises qui sont déjà dans cette phase d'industrialisation, mais on a aussi une partie R&D qui est très forte et toujours très importante en région, et tant mieux, et il faut continuer à la soutenir. Mais comment est-ce qu'on fait pour, dans cette phase transitoire entre la R&D et l'industrialisation, commencer à anticiper les besoins de compétences? Et donc là, l'idée, c'est vraiment de faire travailler des ingénieurs en pédagogie dès la phase amont, quand on est dans les phases de démonstrateurs industriels, pour commencer à réfléchir sur les compétences dont on aura éventuellement besoin plus tard. Peut-être qu'on les a déjà, peut-être pas, mais au moins pouvoir mieux les identifier. Sur la partie formée, donc simplement m'arrêter sur la question concevoir l'offre de formation. Là, c'est toute la partie de travail sur des modules de formation qui seraient nécessaires aux formations pour être mieux colorés. Donc tout à l'heure, on a vu l'expérience de Germaine Tillon. L'idée, c'est aussi de pouvoir nous appuyer sur des expériences qui sont déjà existantes, puisqu'il y a le lycée Germaine Tillon, mais il y a d'autres lycées également qui sont concernés en région. On avait fait un premier point il y a déjà de cela 1 an, où 9 lycées concernés dans des formations professionnelles, mais pas que, puisqu'il y a aussi des colorations en cours sur des bacs technologiques. Comment s'appuyer sur ces expériences pour mieux capitaliser dessus, pour pouvoir concevoir des modules de formation, identifier là où ça nous paraît pertinent, notamment on avait identifié, et ça Amphore est venu nous confirmer qu'on avait des besoins. Évidemment, donc c'était la première réponse de tout à l'heure sur les enjeux de sécurité, de réglementation, mais aussi un sujet dont on n'a pas parlé et qui serait très différenciant pour notre région, c'est des sujets de services aux entreprises, tout ce qui est économique et juridique. Vous avez mentionné tout à l'heure, je crois que c'est Marc, c'est toi qui avait identifié la question des achats, par exemple, pour les entreprises. Il y a des vrais sujets un petit peu de niche aujourd'hui, mais pour lesquels on manque beaucoup de savoir et de savoir-faire sur ces sujets. Donc là,
là-dessus, on a la volonté de mieux nous équiper grâce à la recherche aussi, grâce éventuellement à des thésards qu'on pourrait recruter sur le projet, de nous faire évoluer sur notre connaissance sur ces sujets de services aux entreprises dans le secteur de l'énergie, dont l'hydrogène. Le deuxième sujet, c'est la professionnalisation des acteurs. Donc là, vous l'avez mentionné, c'est vraiment avoir un plan de formation des formateurs. Donc ça passe aussi de tous les partenaires sur l'orientation, donc les partenaires du SPRO. Donc ça peut être aussi bien des accompagnants de France Travail que des personnes qui travaillent dans les missions locales. Et ça va jusqu'aux enseignants, évidemment, en lien avec le rectorat de région académique. Et puis, la question des équipements, donc c'est à la fois surtout de savoir ce dont on a besoin avant de l'acheter et de savoir comment on peut le gérer aussi de manière mutualisée entre les partenaires. Donc, il y a tout aussi cette phase d'animation de la gestion des équipements pour lequel on a besoin d'avoir du temps homme et pour lequel donc, on a besoin de recruter sur la base de ce projet EH2. Et puis enfin, connecté, je m'arrêterai juste sur la question de l'internationalisation des parcours. C'est un sujet qui a aussi été évoqué dans la question du marché de l'hydrogène aujourd'hui. On a voulu, et cela dès le début, anticiper en se disant qu'il y aurait besoin d'avoir toute une partie de partenariat avec des universités, des écoles en Europe et à l'international, mais aussi de traduction de modules en anglais avec l'identification de secteurs dans lesquels on aurait besoin de pouvoir avoir des petites, alors soit sensibilisation, soit formation même en anglais. Ça peut être même sur des métiers de maintenance pour lesquels les termes peuvent être en anglais et où les industriels sont basés en Europe et peuvent recruter des personnes dans l'Europe entière. Donc même en bac pro, on peut avoir quelques petites notions d'anglais dans les formations en maintenance. Ça, c'est important de voir comment est-ce qu'on peut le développer. Bien sûr, également développer l'internationalisation dans d'autres niveaux de formation, mais ça, c'est aussi un des marqueurs forts de ce projet qui nous différencie peut-être d'autres projets existants. Pour finir, où est-ce que nous en sommes? Parce que ce projet, ça fait bien longtemps que nous travaillons dessus et je sais que pour les partenaires, la mise en œuvre est très, très attendue. Alors, toute la conception du projet est un peu longue. On est dans une phase de recrutement de l'équipe projet. Ce que je peux vous dire et ce que j'ai annoncé pas plus tard que ce matin aux différents partenaires, c'est qu'on a recruté à la région un directeur de projet qui arrivera le 13 octobre, qui s'appelle Thomas Goubi. Pour ceux qui le connaissent, Thomas travaillait précédemment chez France Hydrogène. C'est lui qui était à l'origine des premiers travaux d'identification des besoins en compétences. Donc il sera dédié à plein temps sur le projet à partir du 13 octobre. Nous aurons également un ou une gestionnaire qui sera à plein temps sur le projet, parce que c'est un projet qui, vous imaginez, est très lourd à mener en termes administratifs et financiers. Donc on attend l'arrivée de Thomas avec impatience, puisque moi j'avoue que je travaillais sur le projet un peu à mon temps libre, donc c'était un peu complexe à mener de front, donc c'est vraiment très bien qu'on puisse avoir Thomas sur la finalisation notamment du projet, parce qu'on a deux sujets très importants avant de pouvoir recevoir des espèces sonnantes et trébuchantes de la part de la Caisse des dépôts. C'est la finalisation de notre convention financière, qui est un sujet assez long, je ne vous le cache pas, avec la Caisse des dépôts, et puis la signature d'un accord de consortium avec l'ensemble des partenaires. Donc, nous espérons et nous faisons tout pour que ces sujets soient traités avant la fin de l'année, avec dans le viseur, je me permets de vous le notifier, le forum Hydrogen Business for Climate qui aura lieu à Belfort le 4 décembre. Bertrand, vous m'arrêtez, mais je pense que vous bon. le confirmez bien, voilà. Et je me permets de vous dire à vous toutes et tous qu'il y aura la veille organisée également en lien direct avec le forum, donc le 3 décembre, une journée spécifique sur les questions d'emploi, de compétences, de formation par le projet Green Sky, qui est un projet européen dans lequel il y a un certain nombre de partenaires régionaux, notamment l'université Marie et Louis Pasteur, mais d'autres également. C'est un projet qui est fait en lien avec, il me semble que l'APEC est partenaire aussi.
mais c'est sur le site Grand Est. Juste pour vous dire que on n'est pas concurrents, nous on va plutôt travailler ensemble parce qu'on n'est pas trop peu nombreux pour travailler sur ces sujets, qu'on sera présent du coup sur cet après-midi et que je vous invite toutes et tous à regarder ce qui se passe ce jour-là du 3 décembre avec les collègues de Green Sky. Pour vous dire également, j'en profite, Monsieur Contet, que j'ai donné votre contact pour les étudiants, les élèves du lycée Tillon pour ce forum. Donc, j'ai donné votre contact aux organisateurs du projet Green Sky. Voilà. Donc, les choses avancent pas aussi vite qu'on le voudrait, mais elles avancent. Et puis, c'est un projet en cours. Il évoluera certainement, mais l'idée, c'est d'avoir les rails, d'avoir les wagons, et puis après, de continuer à avancer ensemble. Voilà. Je m'excuse, j'étais un peu longue, mais Merci beaucoup pour votre je peux répondre à vos présentation. questions. Oui, je crois que d'ailleurs, il y a une petite question à laquelle vous pouvez répondre dans le chat. Ouais. Je vais essayer de faire très rapide pour la conclusion, mais déjà, merci beaucoup à tous les intervenants. Merci Pauline pour cet exercice pas facile de passer en dernier et de devoir quand même maintenir le temps. Donc, vous avez fait un très bon exercice. Merci à tous les participants aussi d'avoir été présents, d'avoir participé au petit quiz, d'avoir alimenté la conversation dans le chat. Merci beaucoup. Pauline, je vois que vous avez répondu, donc voilà, vous pouvez contacter Pauline. Deux petits mots pour conclure. Le replay, du coup, sera disponible sous une dizaine de jours sur le site Amphore et sur la chaîne YouTube. Il y a un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé en même temps que les supports de présentation qui vous sera envoyé après le webinaire. Le questionnaire est très utile pour nous. N'hésitez pas à y répondre. Ça nous permet de nous vraiment améliorer ce qu'on vous propose. Donc, n'hésitez pas à mettre toutes vos remarques et vos retours. On est preneur de tout ça. Autre chose, je vous envoie dans le chat la page de tous les événements d'Amphore. On ne fait pas que des webinaires sur la filière hydrogène, il y a plein d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on propose. Et dernière chose, c'est quand même, c'est assez important, si vous n'êtes pas abonné à notre newsletter, je vous invite fortement à vous y abonner pour pouvoir recevoir justement tous les événements à venir, mais également énormément d'informations sur le champ EFOP, le champ emploi, formation, orientation professionnelle. Mais je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont déjà abonnées. Voilà, je vois des merci qui arrivent dans le chat, donc on va faire pareil. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à 12h09. On vous souhaite une bonne fin de matinée et puis une bonne fin de journée. Et merci également, voilà, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. Merci, Merci. bonne journée à vous. Merci. Au plaisir. Bonne journée. Au revoir.